¿Son ovnis? Sí, lo son. Lo son. Lo son. Hace tiempo no veía. Hace tiempo no veía. Madre. Aplica lo que te enseñé. ¿Qué? Toma, hazlo tú. No, no necesariamente son ovnis. No, sí son. Sí son, tienen muchas luces. Porque para allá no está el ¿cómo se llama esta weá? A no ser que eso sea una... El estadio no está para allá, pues weá. No, a no ser Mira, que si ¿Se desaparece, están moviendo? Sí son. ¿Cuál es el zoom? si desaparece, Son, weón. ¿Cuál es el zoom? ¿Cómo se llama? cacha. Mira, se van. Podrían venir para acá si los llamáis porque le valía, ¿cachai? ¿No? Ya, mira, si desaparecen es porque son. Sí son. ¿Sí o no? Y esos se movieron para allá. Ya chiquillas, narran, pero Bueno, mira estamos cómo se viendo ahora. enfoca, se perdió el Estamos enfoque viendo grabado. un grupo de ovnis que yo no veía hace mucho tiempo y tenía muchas ganas de verlos y son un montón. Son 4 y son gigantes. Gigantes, loco. Mira, ese como que ese mucho suave. Vienen a buscar información. Cacha, se fueron para allá, pues. Pero sí, yo había visto muchas veces, pero hace mucho tiempo no se dejan grabar. Vamos. Cada vez que yo los grabo, lo mismo Se van. suena de pasar. Y te cambian como la imagen. Ah, ya, como que te tiran buena. No se puede grabar, pero se vengan para acá, vengan para acá, hay algo allá. Mira, ¿qué va? Vengan para acá. Eso no puede ser. Yo una vez pregunté y me dijeron la Fuerza Aérea que era un celular que no se vengan para acá. Vengan para acá. Qué bonito que ves como el espectáculo aéreo que tiene. Son caletas. No. Mira. Oh, se fueron. Ah, no, por ahí. Ay, sí. ¿Qué son? ¿Se ven puros fotos? ¿No? ¿Veis al tripulante? ¿Ah? Es que puede ser una gran nave, solo que no se ve. No, ¿Cachai? sí. No, sí, son varios, sí. Sí, pero no sabía eso, en realidad. Puede ser una hueá gigante. O puede ser un espectáculo con drones. Ah, bueno. Dale, vaya. No, emiten mucha luz, ¿cierto? Los drones son chiquititos. Nada más, si no, ¿cuándo lo he visto? Esto tienes que subirlo a YouTube. ¿Estoy grabando? Sí, pues. Ah, vengan para acá, po. Vengan para acá. Y hay gente que está caminando ahí abajo, no va a tener puta idea de que esto pasó. Ah, bueno. Mira, ahí está el video. ¿Qué dice así?
is that? Am I? You see it, right? I'm actually, yes, Okay. I do see it. Okay. It's getting weirder by the second. I know. It's like they're sticking around. We're gonna do some Anybody? digging and figure out what that is. Is this fireworks? What is that? Aliens? I don't know. What is that? Am I? You see it, right? I'm actually, yes, Okay. I do see it. Okay. It's getting weirder by the second. I know. They're sticking around. We're gonna Anybody? digging and figure out what that is. What the fuck is that? Только ты подъедешь осторожно, как первый тебе сказал.
внутри улетает дальше и дальше. The hell is it? What the hell is that? Hey, go turn the lights off on the truck real quick. Turn them off? Yeah. What the hell? Der UFO. Ja, nur dahinter. Das originale UFO. Alors, bonjour la gang de Jean Lémard, merci d'être là, de retour en ce dimanche 4 mars 2018, il est 6h08 ici à Montréal, merci à tous, je salue les cousins de la France, je salue les petits cousins qui habitent à Tahiti, les autres un peu partout éparpillés, les Américains, on vous salue, il y en a aussi qui nous écoutent. Merci d'être là avec moi sur Patreon, YouTube, Facebook et maintenant. Est-ce que c'est relié à nos cousins de la fesse gauche qui orbitent et qui se baladent dans l'espace infini, les extraterrestres, ou quelque chose d'autre? On va aller voir ce qui se passe dans l'Antarctique. Coin de notre Terre qui intrigue tellement de gens depuis tellement longtemps, qui est un endroit qui demeure des plus mystérieux, des plus inconnus, comme l'Arctique, d'ailleurs aussi, où on soupçonne que nos gouvernements mènent des recherches ou que d'autres formes de vie y soient venues aussi s'installer. En tout cas, il y a tellement de... Mais on n'a pas accès à ces endroits-là, ni vous ni moi, donc on est toujours un peu dans comment dire, dans la noirceur, comprenez-vous? Mais on réussit à avoir quelques petites informations, comme celle que je vous partage maintenant. Comme je vous l'ai dit, quand je trouve quelque chose d'intéressant, je vous le partage, vous faites ce que vous voulez avec. Ça nous vient de Secure Team, un gars que j'aime suivre, Tyler de Secure Team, qui lui s'est spécialisé dans... il rapporte les événements reliés aux phénomènes extraterrestres et s'intéresse aussi à la Lune beaucoup et à plein d'histoires reliées au mystère de l'espace. Mais j'aime le suivre parce que souvent tu trouves ces nouvelles-là sur lesquelles je vais vous parler, sur lesquelles on va aller tout de suite s'informer. Et ça se produit dans l'Antarctique, pas loin du Brésil, proche de deux îles qui s'appellent l'île de South Georgia et l'autre South Sandwich. Quelque chose de très étrange a été observé par Google Earth. On va aller voir ça tout de suite. Donc on peut voir où ça se situe exactement. Donc on a le Brésil ici, et là on est dans l'Antarctique. Et
On dirait un bout de terre glacée perdu, là, mais c'est ici. Et c'est quelque chose d'assez étrange. Moi, je vais vous donner le point de vue de Tyler. Ce qu'il pense de ce que c'est. Il va de quelques hypothèses. Vous arriverez à vos propres conclusions si vous arrivez à des conclusions quelconques. Donc, on va aller avec Google Earth. Il utilise Google Earth pour se rendre là. On va avoir des images assez claires. Et on y arrive, là. On se promène, on voit cette étendue de glace, de neige. Et on arrive à ce fameux endroit. Paf! Où on voit une forme allongée de plus de 70 mètres ici, en plein milieu de la neige, qui laisse une traînée je pense qu'il est de 7 mètres, de large. On peut voir, il n'y a que cette traînée-là, il n'y a rien d'autre. Et on dirait que ça vient de cette montagne qui, on va voir ici, a été endommagée, qui a comme quelque chose qui est tombé dessus, qui a éclaté. Ça a fait voler des poussières de roche, des morceaux de pierre, on va aller voir ça. Puis il n'y a rien d'autre là autour. Il n'y a aucun autre signe d'activité quelconque autour de cette traînée-là qu'on voit ici très bien, qui arrive d'ici. On voit ça part de là et ça s'en va à plus de, je pense, 1000 mètres de la montagne. On voit très bien la traînée. Elle a, comme je vous dis, la largeur d'une extrémité à l'autre, 7 mètres. 7 mètres de largeur, ça nous donne donc une indication de la largeur de cette entité-là, ici, qu'on voit, qui a 7 mètres, qui s'est arrêtée ici. Elle s'est arrêtée là momentanément. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'elle va repartir? Parce que ça, c'est une image qui est fixe. C'est comme photographique. Peut-être que l'objet, quand cette photo-là, cette imagerie-là de Google Earth a été prise, cet objet-là a continué. Qu'est-ce que c'est? C'est 7 mètres ici, hein, la largeur. Ici, on parle de 70 mètres de long à peu près. On peut voir la forme de cigare, un peu en longueur. C'est pas un sous-marin, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'un sous-marin ferait là, puis qu'est-ce qu'il faisait à partir de la montagne? Donc, est-ce que c'est tombé du ciel pour aller s'écraser sur la montagne et créer cette explosion et ces débris de cette montagne-là, de pierres et de roches qui sont envolés à gauche et à droite? Et cet objet-là a continué sa course et s'est arrêté là, momentanément, ou a continué? Je ne sais pas. Assez étrange. Donc, on peut le voir, là, très très bien. Il n'y a rien d'autre que de la neige autour. Puis il y a cette traînée-là qui est encore là. Peut-être après avoir... Il y a eu de la neige après, je ne sais pas. Mais on voit sa piste est encore très visible. Maintenant, ça semble avoir été enfoui dans la neige un peu. On voit l'ombre que ça forme, cet objet-là. On voit l'ombre ici se refléter sur la neige. Comme je vous dis, la longueur à peu près 62 mètres. Bon, ça nous dit 62 mètres. Qu'est-ce que c'est? Voyez-vous, on peut voir ici très bien où cet objet-là est tombé pour provoquer cette explosion-là, de destruction de cette partie de cette montagne avec des éclats partout dû à ce choc. Donc, ce serait tombé du ciel. Aurait continué sa route. On le voit très bien ici, les débris laissés par... c'est sûr que ça a l'air d'être tombé du ciel. Ça vient pas d'en dessous de la neige. Là, on le voit très bien ici, voyez-vous? Tous les amas de cette explosion ou de ce choc qu'il y a eu avec cet objet qui continue sa route et s'arrête ici pour l'instant. On peut voir l'ombre que cet objet-là forme sur la neige.
On le voit très bien d'ici. Donc, des plus étranges, moi je ne sais pas. J'arrive à aucune conclusion. Tout ce que je vois, c'est que je suis tombé là-dessus. Je trouve ça assez spectaculaire, assez intriguant pour vous le partager. Parce que je ne pense pas que vous verrez ça au Grand Journal de TF1, ni à LCN, ni à RDI. Ça, c'est sûr et certain. Ni à USA Today. Mais avec J'en ai marre, moi je suis tombé dessus, je vous en parle parce que je trouve ça, d'abord, c'est là, il n'y a rien d'inventé, là. Puis qu'est-ce que c'est? On voit, il n'y a pas de roue. C'est pas un truc avec des roues ou quoi que ce soit. Comme dirait l'autre, what the fuck? Je vous reviens. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la découverte d'un nouveau système de propulsion qui ne repose pas sur l'utilisation d'hélices et encore moins de turboréacteurs pour faire avancer un avion. Je parle bien entendu de l'antigravitation qui, comme le mot l'indique, annule la gravité en permettant aux machines de s'élever dans les airs. La science-fiction a souvent repris ce thème de l'antigravitation pour évoquer le système de propulsion des appareils dans le futur. Par exemple, dans les films comme Blade Runner, La Guerre des Étoiles et Le Cinquième Élément, on nous présente des villes futuristes dans lesquelles dominent des gratte-ciels gigantesques, au milieu desquels circulent des milliers de voitures volantes. On nous ne précise pas par quel miracle toutes ces voitures volent dans les airs, mais les scénaristes de tous ces films nous suggèrent que dans ce futur, le développement de la science aura permis d'inventer un nouveau système de propulsion qui ne repose plus sur l'utilisation des hydrocarbures,
mais sur l'exploitation de puissants champs magnétiques qui annuleraient cette gravitation, qui nous maintient à tous sur le sol. Lorsque nous évoquons le mot antigravitation, on pense souvent à toutes ces œuvres de science-fiction. Donc pour le commun des mortels, hein, ce genre de technologie ne pourra exister qu'à une période futuriste. Or, il semble que depuis les années 50, voire un peu plus tôt avec Nikola Tesla, hein, certains chercheurs autodidactes auraient découvert le principe de l'antigravitation. Et étrangement, leurs recherches se compléteront en permettant la fabrication de prototypes de plus en plus sophistiqués. Et certaines de leurs machines défieront les lois de la physique connue. Hein. L'antigravitation n'est plus vraiment un secret. Hein. Beaucoup de ces chercheurs avaient découvert qu'il existait un lien de physique entre l'électricité et le magnétisme. Par exemple, le physicien américain Townsend Brown, né en 1905, sera l'un des premiers à développer la théorie reliant l'électromagnétisme et les champs gravitationnels d'Albert Einstein. Et lui, il se basait sur la fameuse théorie des champs unifiés élaborée par Albert Einstein, hein, une théorie qui fait la liaison, le lien entre les champs électriques, magnétiques et antigravitationnels. Pour vous expliquer cette théorie simplement, un champ électrique créé dans un solénoïde fait naître un champ magnétique à angle droit du premier. Et chacun de ces champs représente un plan de l'espace. Mais comme il existe 3 plans de l'espace, il doit nécessairement y avoir un troisième champ qui serait de nature antigravitationnelle. Et en relayant des génératrices électromagnétiques en vue de produire une pulsation magnétique intense, on peut alors être possible de créer ce troisième champ dit antigravitationnel grâce au principe de résonance. En 1943, lors de l'expérience de Philadelphie, la marine des États-Unis aurait retrouvé accidentellement ce fameux troisième champ antigravitationnel, ce qui avait permis, entre autres, au navire de se dématérialiser pour se rematérialiser quelques heures plus tard. Et c'est bien ce troisième champ antigravitationnel que plusieurs chercheurs autodidactes auraient eux aussi retrouvé lors de leurs expériences. Le premier d'entre eux était sans aucun doute Nikola Tesla. Hein. Lui sera suivi par Townsend Brown qui retrouvera ce troisième champ antigravitationnel en utilisant de puissantes charges électriques qui dépassaient les milliers de volts. Townsend Brown, c'est la personne que vous voyez dans la vidéo là, vous voyez, celui qui tient le grand disque. Brown passera finalement de la théorie à la pratique avec le développement de prototypes en forme de disque. Hein. Les puissantes tensions électriques diffusées sur ces disques auraient généré des champs antigravitationnels qui les auraient fait carrément voler en l'air. Hein. Au début de sa vie, Townsend Brown démontrait déjà de nouvelles méthodes de propulsion électrocinétique. Hein. Et selon sa théorie, il existerait un lien entre l'électricité, le magnétisme et la gravitation. C'est un peu, on revient à la fameuse théorie des champs unifiés élaborés par Einstein. Hein. Électricité, magnétisme génèrent ensuite la gravitation. En 1923, Townsend Brown déposera un premier brevet, hein, un dispositif qui était capable de se déplacer en l'air hein, sous l'effet d'un puissant champ électromagnétique. Hein. Mais bon, vu la censure de l'époque, ce brevet n'aura pas de suite. Hein, il sera carrément ignoré de la science officielle. Hein. En 1927, alors qu'il occupait un poste de chercheur en astrophysique à l'observatoire de Solsay en Ohio, dans l'état de l'Ohio, Brown en profitera pour continuer ses fameuses expériences sur l'effet antigravitationnel généré par les conducteurs électriques soumis à de puissantes charges. Et pour cela, il mettra au point un dispositif composé d'un ensemble de disques d'aluminium de 33 cm de diamètre, chargés électriquement, hein, séparés par un diélectrique en plexiglas. L'ensemble a été fixé aux extrémités d'un bras rotatif qui se mettait à tourner lorsqu'une tension de 26 000 volts était appliquée. C'est un peu ça, le bras rotatif, il est là, et les disques qui sont là. Hein. Vous voyez, lorsqu'il appliquait la tension, ça commence à tourner, puis les disques qui commencent à s'élever. Et en 1930, Townsend Brown s'engagera dans la marine et entrera à l'école de radio navale de San Diego. Mais bon, lui, il s'attendait à ce qu'on l'affecte sur un navire, mais bon, il va recevoir l'ordre par le capitaine le commandant de la base de San Diego de rejoindre le laboratoire de recherche navale à Washington, puisque ses supérieurs savaient qu'il avait des antécédents de scientifiques, hein, des connaissances dans certains domaines. Jusqu'en 1950, il participera encore à de nombreux travaux scientifiques, hein, tout en appartenant à la Navy, hein, où il deviendra consultant du Pearl Harbor Navy Yard.
Thomson Brown reprendra ensuite ses travaux sur la propulsion électrique, cette fois en utilisant des ailettes métalliques en forme de disque de 66 cm de diamètre, disposées sur un bras rotatif de 6 mètres. C'est un peu ce que vous voyez dans la vidéo. Il remarquera que lorsque le dispositif était chargé à 50 000 volts, sous 50 watts, les disques se mettaient à tourner dans l'air à des vitesses folles, de 5 mètres 5 par seconde. Reproduisant ensuite son expérience devant une délégation militaire en utilisant cette fois des disques de 1 mètre de diamètre, montés sur un bras rotatif de 15 mètres, il aura obtenu un résultat tellement spectaculaire que tout sera classifié top secret. À partir de ce moment, Thomson Brown ne retrouvera plus aucun soutien de la part de son gouvernement pour poursuivre ses essais en privé. Et on va le retrouver à Paris en 1955, où il deviendra physicien consultant pour la Société nationale de construction aéronautique. Et là, il va reproduire son expérience, y compris dans le vide. Et il constatera que les disques de son dispositif fonctionnaient encore mieux dans ces conditions, en atteignant des vitesses de rotation estimées à plusieurs centaines de kilomètres/heure. Mais bon, comme vous le savez, cette découverte restera confinée dans le secret des laboratoires. Les lois de la physique ne pourront expliquer ce phénomène antigravitationnel. Le gouvernement américain et français vont préférer ne pas trop divulguer cette information et s'arranger pour qu'elle ne soit pas connue du public. Mais bon, Thomson Brown ne sera pas vraiment le seul chercheur autodidacte à avoir fait le lien entre l'électricité, le magnétisme et l'antigravitation. Thomas Searle, lui, est un autre chercheur autodidacte qui découvrira ce phénomène antigravitationnel grâce à deux rêves. Thomas Searle naîtra le 2 mai 1932 dans une famille anglaise très pauvre. Et à l'âge de 4 ans, il sera séparé de son frère et de sa sœur et placé dans une famille d'accueil. À partir de l'âge de 4 ans et demi, jusqu'à ses 10 ans, il expliquera aux journalistes qui l'interviewaient qu'il s'était mis à faire 2 rêves par an, dont l'un était la suite de l'autre. Un message en 2 parties. Et à 10 ans, il avait pensé que ces fameux rêves devaient avoir un sens, et il avait essayé de les interpréter. À l'âge de 14 ans, il commencera à regrouper tous les plans qu'il avait vus dans ses rêves, et ensuite il se mettra à les réaliser sur le plan matériel. Il finira par construire un petit générateur qu'il appellera un SEG, qui sont les initiales de Space Energy Generator. C'est une sorte de générateur d'énergie qui puisait son énergie à partir du vide. Son générateur est en fait constitué d'un système rotatif composé d'une combinaison d'éléments en cuivre et d'aimants. C'est un peu ça, vous voyez. Vous aviez un truc cuivré, et autour vous avez des sortes de... des sortes de disques rotors. À l'intérieur de ces fameux tubes, vous avez plusieurs aimants qui sont empilés. Et lorsque le système commence à être activé, ces tubes dans lesquels on a inséré les aimants, les disques rotors, vont se mettre à tourner de plus en plus vite. Bon, comme je viens de le dire, son générateur est en fait constitué d'un système rotatif composé d'une combinaison d'éléments en cuivre et d'aimants. Et il pourra démarrer ses fameuses recherches grâce au financement d'un certain George N. Son premier générateur, monté au domicile de ce George N, se mettra alors à accélérer lorsque Thomas Searle placera les rouleaux sur les plaques. C'est ça les fameux rouleaux, ce que vous voyez là. Les plaques en cuivre, c'est ce que vous voyez là. Quand le fameux générateur va accélérer, il va générer un champ magnétique qui va se développer tout autour de lui. Et bon, Thomas Searle et George N vont remarquer que le générateur commençait à perdre de sa gravité et il décollait tout doucement en se rapprochant du plafond de la maison. Et en 1950, Thomas Searle va continuer ses recherches en se servant cette fois d'une dynamo rotative composée de bacs collectrices, ou disques rotors segmentés, que l'on pouvait mettre en rotation à grande vitesse parmi les électroaimants situés autour de lui, dans sa périphérie. Il finira de monter en 1952 sa première génératrice d'un diamètre de 1 mètre. Le rotor était constitué d'un disque segmenté qui, en tournant, transmettait l'énergie à un stateur périphérique formé d'électroaimants. Ces derniers contribuaient à produire la force électromotrice.
Bah là, vous voyez sur la vidéo le système tourné, hein. Vous avez 3 rangées de disques rotor, hein. Et vous remarquez, dans la première section, on a un nombre bien précis de disques rotor. Ensuite, le nombre augmente dans la deuxième section et il devient encore triple dans la troisième. Donc, c'est une valeur exponentielle qui augmente la puissance du champ magnétique. Thomas Searle avait très bien compris cette notion. Avec l'aide d'un ami, Searle va transporter son appareil dans un champ et le mettra en route au moyen d'un petit moteur parce qu'il fallait lancer le système, hein. En fait, c'était un petit groupe électrogène, hein. C'était juste pour lui envoyer le courant électrique pour le mettre en route, hein. Bah, il avait besoin d'être lancé, mais au bout de quelques minutes, le système, c'est-à-dire le générateur, produisait sa propre énergie, hein, même quand le système de démarrage et de courant qu'il procurait était arrêté, hein. Le générateur, lui, ne va pas s'arrêter, même que lorsque le groupe électrogène sera coupé, hein, puisque le système va continuer à tourner tout seul, hein. Et bien sûr, il va produire du courant. Et comme prévu, la génératrice produisait de l'électricité, mais à un niveau très très supérieur à ce qui était vraiment demandé. Avec une vitesse assez faible, la production était de l'ordre de 100 000 volts, d'après l'électrisation des objets qui étaient environnants. Bah, assez rapidement, le million de volts sera dépassé, hein, produisant un crépitement, une odeur d'ozone, hein. C'est là que Thomas Searle va découvrir que non seulement l'appareil finissait par être autonome et à produire sa propre énergie électrique, mais en plus, une fois que le générateur avait dépassé une certaine puissance, l'énergie produite à la sortie excédait celle fournie en entrée pour mettre en marche le système, hein. Puisque dès que le courant électrogène était coupé, ben, le générateur tournait tout seul ensuite. Ben, à partir de ce moment, la production d'énergie devenait limitée, hein. Et c'est à cet instant que le rotor se mettra alors à accélérer, puis le générateur commencera à s'élever de terre. Et comme il l'avait attaché au sol, et ben, il va rompre le cordon d'alimentation du groupe électrogène, hein, qu'il rattachait au moteur, hein, et celui-ci se mettra à flotter dans l'air, en tournant de plus en plus vite et continuant à grimper jusqu'à une altitude de 20 mètres, à laquelle il se stabilisera, hein, quelque temps. Et il disparaîtra, il va partir en flèche vers l'espace. Bah, tout autour du générateur, l'air était devenu rose fluorescent à cause de l'ionisation de l'air, hein, dans lequel circulait de l'électricité, hein. Et dans les parages, des récepteurs radio se mettront en fonctionnement à cause de l'induction électromagnétique générée par le générateur SEG. Bah, finalement, le rotor de la génératrice finira par s'emballer à une très très grande vitesse, hein. Et comme je viens de le dire, l'appareil sera propulsé vers l'espace à une vitesse incroyable. Bah, les travaux de Thomson Brown et ceux de Thomas Searle seront à leur tour complétés par les recherches d'un autre chercheur autodidacte, hein, Otis Carr. Lui, Otis Carr, il aurait reçu un enseignement de Tesla, hein. Et grâce à cet enseignement, il se lancera dans la fabrication d'une sorte de disque qui ressemblait par sa technologie à celui qui avait été fait par Thomas Searle. Dans le disque d'Otis Carr, on trouvait un composant clé, hein, qu'on appelait le Utron. Il était constitué de condensateurs métalliques en rotation, dont la forme était inhabituelle, hein, carré dans un plan et ronde dans un autre plan à 90 degrés. Cet Utron a la même fonction qu'opposant inductif rotatif à haute vitesse que les plaques d'acier à segments de Searle, Thomas Searle. Ils sont là, les fameux Utrons. Oui, ils ont une forme particulière. Cette utilisation d'un composant condensateur en rotation muni d'une capacité de stockage de charge mesurable améliore en fait le dispositif, hein. C'est Otis Carr a apporté de nouveaux éléments en fin de compte au disque de Thomas Searle. Dans le disque de Thomas Searle, comme dans celui d'Otis Carr, la charge accumulée provenant de l'élément en rotation était déchargée dans les électroaimants sur le pourtour du disque. Sur le disque d'Otis Carr, la zone plate contient des réserves de condensateurs uniformes qui font osciller les charges reçues par les aimants des bords. Donc c'est vraiment une amélioration. L'ajout de l'Utron d'Otis Carr apparaît vraiment améliorer la technologie antigravitationnelle de base élaborée par Thomas Searle avec son générateur, hein, le fameux SEG. Bah, la fonction du condensateur améliore, c'est-à-dire la sortie sur unité de ces appareils.
Il faut expliquer que Otiscar aurait testé des disques en intégrant des pilotes à l'intérieur. Et il explique que le système fonctionne, mais fonctionne encore plus puisque il l'avait imaginé, parce que ceux qui sont montés dans l'appareil disent que lorsque le système s'était mis en route, l'appareil dans lequel ils se trouvaient commençait à se dématérialiser. Ils avaient l'impression de toucher la matière, ils traversaient la matière. Et ensuite, ils expliquent qu'ils n'avaient même pas eu l'impression que l'appareil avait bougé, hein, puisque eux, à l'intérieur, ils n'avaient rien ressenti. Et l'appareil avait fait plusieurs kilomètres, c'était reposé. Mais bon, les recherches d'Otiscar seront finalement stoppées par le gouvernement américain, hein, qui lui demanderont d'arrêter immédiatement ses recherches sur la propulsion électromagnétique. Bien entendu, lorsque le gouvernement américain stoppe les recherches de ses chercheurs autodidactes, hein, ben, il les continue dans ses bases. C'est pour cette même raison que vous retrouvez d'étranges vaisseaux qui sillonnent notre planète, mais qui sont en fait une sorte de récupération des travaux de certains chercheurs. Par exemple, le TX-3A ou 3B, vous savez, le fameux appareil triangulaire avait été réalisé à partir d'ovnis récupérés. Hein. On appelle ça la rétro-ingénierie. Et aussi grâce aux recherches faites par ces fameux chercheurs autodidactes. Hein. Je parle de Townsend Brown, Thomas Searle et Otiscar. Et comme vous venez de l'entendre, hein, les travaux de ces trois chercheurs autodidactes se sont complétés hein, pour nous apporter un système de propulsion de plus en plus efficace. Mais bon, concernant les voitures volantes, je pense qu'il faudra songer à ce genre de dispositif électromagnétique. Hein. Et probablement que dans le futur, nos routes seront aménagées de manière à pouvoir faire léviter les automobiles. Hein. Je pense que sous les voitures, vous aurez des bobines d'induction électromagnétique qui vont générer des champs et qui permettront aux appareils qui sont au-dessus de la route de léviter en l'air et de ne pas se déposer sur la route, hein, parce que je pense que dans le futur, les roues des automobiles vont disparaître, hein, parce que tous ces appareils léviteront en l'air. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.
tiens à vous présenter un projet qui, selon moi, ne vous laissera pas indifférent. Il s'agira cette fois-ci de voyager dans l'intimité de la création et du cinéma. Nous allons vous offrir l'occasion de suivre sur la chaîne OVNI Direct le développement d'un film documentaire inédit sur le phénomène OVNI. Depuis plus d'1 an, Georges Combes et Daniel Robin ont entamé la réalisation et la production de cette œuvre qui verra le jour en 2018 dans les salles de cinéma. Le but du projet dont je vous parle n'est guère de vous vendre des pseudo-révélations fracassantes, comme on a l'habitude d'entendre, mais plutôt de vous faire découvrir les coulisses, les anecdotes et les étapes de construction d'un documentaire sur les ovnis. Le réalisateur s'exprimera régulièrement afin de nous faire partager le récit de ses doutes, ses découvertes, ses fausses routes et ses enthousiasmes. Et c'est là où se joue la création et la forme de ce film. J'en ai personnellement fait l'expérience ces dernières semaines et cela m'a profondément plu. Et je me suis dit pourquoi ne pas partager ces expériences avec vous. Ce serait une première dans ce domaine, sachant qu'à aucun moment nous vous demanderons de l'argent ou autre. Vous pouvez être rassurés à ce sujet. C'est totalement gratuit. Et pour ma part, je n'ai aucun intérêt financier dans ce projet, donc nous sommes dans une relation de transmission totalement saine. Mais revenons aux enjeux de ce projet, qui sont tout d'abord la réalisation d'un film documentaire qui présente la réalité d'un phénomène qui pour certains n'existe pas, voilà tout l'enjeu, ou du moins dont la réalité exacte n'est pas connue de la majorité du public. Bon, où on en est aujourd'hui au niveau du montage? C'est la question que vous devez vous poser. Il faut savoir que les interviews ont été filmées et mises en place. Plus d'une trentaine d'heures ont été analysées. Et cela a été réduit à 1 heure environ, pour les besoins justement du montage. Il reste à présent à illustrer tout ceci, et c'est là que l'aventure commence. Une aventure à laquelle vous serez associé à travers un journal de bord, qui relatera plutôt la progression du montage de ce film. Et si à présent nous parlions un petit peu du rapport entre le 7e art et les ovnis. Le 7e art montre la réalité, ou du moins une forme de réalité. C'est sa première raison d'être depuis les Frères Lumière. Mais le cinéma, à la suite de Méliès et de son voyage dans la Lune, aime aussi les ovnis, car ils mettent le réel en question. Des films tels que Rencontre du 3e type, que vous connaissez tous, ou Alien, Premier Contact, qui est récemment sorti, et bien d'autres ont amplement prouvé cela. Ce qui n'empêche pas de très nombreux reportages sur RMC Découverte, W9, etc., de présenter des témoignages et des images d'archives souvent improbables et de très bonne qualité. D'un côté, l'imaginaire, la fiction, voire le conte de fées ou le cauchemar, et de l'autre, la réalité du reportage. Ces deux mondes apparemment opposés se rencontrent rarement. Le monde des ovnis serait-il finalement le point de jonction entre ces deux tendances? Existe-t-il une troisième dimension, troisième type de film qui serait une sorte de synthèse? Le réalisateur de ce film, M. Georges Combes, a entrepris avec l'écrivain et ufologue Daniel Robin cette quête, explorer un univers qui n'est ni de la fiction ni du reportage, mais qui est entre les deux, ce que le philosophe Henri Corbin appelle le monde imaginal. Comment voir cet imaginal? Comment lui donner une réalité visible? Le cinéma, dans son principe, fait alterner des images et des noirs, entre guillemets, 25 fois par seconde. Il est à la fois ouverture et obturation. Et c'est là, justement, dans cette zone aléatoire, que demeurent les ovnis. Visibles et invisibles. Ou plutôt, entre le visible et l'invisible. Je suis sûr que vous me comprenez. Les ovnis participent des rêves, mais ne sont pas des rêves. Les radars peuvent les apercevoir, et le sol est de temps en temps imprimé par des traces de leur passage. Ce film documentaire qui leur est consacré est pour une part constitué d'interviews de personnes bien réelles. Et justement, l'ufologue et écrivain Daniel Robin et M. Georges Combes n'ont pas choisi d'interviewer des témoins, ce que font pourtant la plupart des reportages sur RMC Découverte, W9. Là, ils ont opté pour des chercheurs qui ont consacré une large partie de leur vie à l'étude du phénomène ovni. Des chercheurs, des scientifiques, des écrivains, des anthropologues. Et ils nous font tous part de leurs déductions et de leurs hypothèses. Donc vous aurez toutes les hypothèses qui seront évoquées.
Leur connaissance approfondie du monde des ovnis introduit l'idée que le phénomène constitue un véritable spectacle. C'est ce dont nous nous sommes rendus compte, vous et moi, également à travers les différents cas. Le phénomène se comporte souvent de manière théâtrale, étrange, inquiétant et terrifiant, voire parfois drôle. Il est peut-être l'essence même du spectacle, un spectacle qui touche au sacré depuis les Grecs. Une raison de plus pour faire que le cinéma et les ovnis participent de la même aventure. Il ne s'agira ni d'une fiction, ni d'un reportage. Et c'est là, à ce moment, que le pari est vraiment audacieux. Le réalisateur avoue lui-même s'être engagé dans un terrain cinématographique inconnu, où les pièges sont multiples et bien cachés, et qui surgissent devant lui à chaque jour de montage. Les problèmes sont nouveaux, mais l'évolution de la technologie, des images, est là pour aider le réalisateur justement à résoudre ces obstacles, ces anomalies. Un chemin difficile, mais passionnant, et important pour vous, pour le public en général, qui ignore justement la réalité de ce phénomène. Dans les divers numéros du journal qui vous sera présenté, les participants de cette belle aventure vous confieront les découvertes, les questionnements, avec notamment Didier Ozil pour les images de synthèse, Gilbert Gris pour la musique et divers autres collaborateurs qui apporteront aussi leurs témoignages. Le film devrait être terminé et sortir en salle en fin 2018. La route est longue et les surprises sont nombreuses. Les partager avec vous sera un inestimable soutien pour que ce projet arrive à son but. Merci et à très très bientôt. Alors c'est un film de cinéma qui s'adresse à un public de cinéma. Alors il y a bien entendu tout un public qui est passionné par le problème de l'ufologie, des ovnis, qui je pense ira voir le film, mais surtout ce qui m'intéresse c'est de m'adresser à un public qui, comme moi, au départ, n'est pas forcément attiré par la passion des soucoupes volantes, comme on dit. C'est donc un film qui s'adresse à tout public. Et ce qui est intéressant, c'est que le sujet des ovnis ouvre la connaissance. Parce que non seulement on va évidemment parler des ovnis, mais on va parler de tous les aspects de ce phénomène ovni qui englobe aussi bien la physique, l'astronomie, l'astrophysique, la médecine, la biologie, la chirurgie, l'informatique, l'histoire, les légendes, la littérature, etc., etc., la métaphysique. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que les religions, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que nous faisons sur Terre. C'est un peu un vaste sujet, mais c'est un film passionnant pour cela. Le fait déclencheur, c'est Daniel Robin, qui est en face de moi d'ailleurs, et qui m'a dit « Georges, écoute, j'aimerais bien que nous fassions un film sur les ovnis, est-ce que tu serais d'accord ?» Alors j'ai dit « Oui, bien que le sujet me faisait un peu peur, je ne suis pas un spécialiste des ovnis, le sujet me faisait peur, mais maintenant il ne me fait plus peur du tout, il me passionne, et l'aventure a commencé, il y a déjà 3 ans de cela. C'est un film qui n'est pas un film à la manière de Spielberg, hein. Ce ne sera pas les rencontres du troisième type, nous n'avons pas les moyens financiers de faire cela, et puis ça a déjà été fait. Ce n'est pas non plus un film qui va additionner des témoignages et des archives plus ou moins justes, plus ou moins mises en cause. C'est un film qui est une réflexion sur le phénomène ovni, à l'aide de nombreuses interventions de personnes qui ont consacré une grande partie de leur vie à l'étude de ce phénomène, et qui apporte le contenu profond du film. Et deuxièmement, entre ces interventions, il y a bien entendu des illustrations. Alors quelles sont ces illustrations? Ce ne sont pas des apparitions d'ovnis spectaculaires, parce que nous n'avons pas eu la chance d'en apercevoir, et surtout d'en apercevoir alors que notre caméra était branchée. Donc il s'agit en fait d'une réflexion sur la réalité et sur le cinéma. Et ce qui est intéressant, c'est que le cinéma, c'est un monde où apparaissent des apparences sur un écran. On n'est pas loin de la caverne de Platon. Et les ovnis, ce sont aussi des apparences qui apparaissent dans le ciel. Donc il y a un rapport
entre les apparences que montre le cinéma et les apparences que nous font voir les ovnis. Les ovnis sont un véritable spectacle. Hollywood ne s'y est pas trompé, puisque beaucoup de films sont des films à partir de phénomènes ufologiques. Et donc, comme le cinéma est un spectacle, le cinéma aime les ovnis. Et je suis aussi passionné par ces ovnis. Comment les faire sentir ? Si je regarde les films que j'ai faits depuis pas mal d'années, ils sont tous quand même marqués du sceau du mystère. J'ai fait un film sur les aliments de Karnak, dont personne ne sait ce que c'est, enfin, véritablement. Un film sur l'île des morts, que personne n'a évidemment jamais vu, à partir d'un tableau de Böcklin ou de Rachmaninoff. Et j'ai fait aussi un film sur Rennes-le-Château, dont personne n'a percé le secret de la Bessonnière et du mont Bugarache, qui domine le petit village de Rennes-le-Château. J'ai fait un film sur l'alchimie. Personne ne sait si l'alchimie arrive ou non à la pierre philosophale. Donc il y a encore un secret de l'alchimie qui n'est pas encore percé, loin de là. Et puis un film sur les souterrains du temps, les souterrains qui sont sous la colline de la Croix-Rousse à Lyon, et dont les archéologues ne savent pas du tout ni l'usage, ni la date, ni la fonction. Donc j'aime le mystère, c'est d'ailleurs pour ça que je fais du cinéma. Parce que le cinéma, c'est une façon pour moi d'interroger le réel, d'où l'intérêt pour le film documentaire, qui est de montrer des choses réelles, pour essayer, à partir de cette interrogation du réel, de voir ce qu'il y a derrière les apparences de ce réel. Alors, à mon avis, deux choses. La première, c'est que si on veut, ce que disait d'ailleurs Einstein, si on veut résoudre un problème, on ne peut pas le résoudre avec les outils dont on dispose, puisque les outils dont on dispose sont faits pour résoudre un problème qu'on connaît déjà. Si on veut attraper des poissons, il faut une canne à pêche. Si on veut attraper des papillons, il faut un filet à papillons. Mais si on veut attraper des papillons avec une canne à pêche, on n'y arrivera pas. Donc la question est déjà résolue avant même d'être posée. Et le problème, il faut donc inventer un outil, inventer un mode de questionnement, inventer un langage. Et pour essayer d'avancer dans le phénomène OVNI, j'ai essayé d'inventer, de pousser plus exactement le langage des images, le langage cinématographique, dans ces derniers tranchements. Alors, quels sont ces derniers tranchements? C'est actuellement, depuis quelques années, mais pas depuis si longtemps que ça, l'image informatique, avec des fichiers informatiques qui permettent de reconstituer la réalité. Et donc, le film, c'est un mélange de la réalité quotidienne, telle qu'on la voit, dans laquelle s'infiltrent des éléments informatiques qui sont semblables à la réalité. Par exemple, on verra la tour Eiffel. Elle sera à la fois la vraie tour Eiffel, c'est facile à montrer, mais aussi une tour Eiffel informatique, mais qui a la même apparence que la vraie tour Eiffel, avec l'avantage qu'on va pouvoir entrer dans la tour Eiffel, monter le long de la tour Eiffel à l'extérieur, ce qu'aucun drone n'a évidemment la permission de faire, de traverser la tour Eiffel de part en part entre les croisées. Moi, je suis quelqu'un de fidèle dans ses amitiés, et donc, comme je suis ami avec un musicien, Gilbert Grilly, qui a fait la musique du Voyage alchimique, la musique des souterrains du temps, eh bien, je lui ai demandé de faire la musique sur les ovnis. Au début, il n'était pas très chaud. Il m'a dit, moi, les ovnis, c'est pas ma tasse de thé. Et puis, maintenant qu'il est dans le film, eh bien, il découvre toute la problématique. Quelle musique faire sur les ovnis? Est-ce que c'est de faire des musiques absolument concrètes? Est-ce que c'est de faire comme le ferait Kubrick, de prendre des musiques préexistantes en contrepoint avec ce que nous montre l'image? Disons qu'il faut là aussi inventer une forme de musique. Le deuxième artisan du film, c'est Didier Ozil, qui est passé maître dans l'art des images de synthèse et du traitement informatique de l'image. Et donc il est dessus à plein temps depuis déjà 6 mois. Et il n'a pas fini, parce que c'est évidemment très long à faire. Le cinéma donc va interroger la réalité pour essayer d'en percer le mystère. Pour cela, il faut qu'il pousse son langage dans ses derniers tranchements, et donc qu'il invente des formes.
Et ce qui est amusant au fur et à mesure, c'est pas du tout prémédité, mais au fur et à mesure que je fais l'investigation des aspects du phénomène ovni, viennent à moi des tas de formes cinématographiques et d'inventeurs de formes cinématographiques. Et il y a plein d'évocations dans le film qui ne sont pas préméditées. De Kubrick, par exemple. 2001, Odyssée de l'espace, on est obligé. Par exemple, je prends juste un petit exemple. Par exemple, pour montrer un implant, on voit un bras avec un os. Et comment amener la radiographie de ce bras, qui est une radio banale avec l'implant dedans, eh bien tout simplement en mettant un os qui tourne dans le cosmos. Et là, on fait un clin d'œil à 2001, bien entendu. J'invente aussi, je retrouve aussi des formes chez Hitchcock. L'œil de Vertigo évoque le trou noir que cherchent les futurs cosmonautes, les trous de verre, pour subvertir la réalité. Il y a aussi David Lynch qui nous montre la bombe atomique dans Twin Peaks. Et là encore, dans le film, nous avons l'évocation de Trinity Site et de la première explosion atomique que nous avons reconstituée avec Didier en images de synthèse. Et là encore, c'est un hommage à David Lynch, involontaire d'ailleurs, que nous avons fait. Il y a aussi Orson Welles, bien entendu, lorsqu'on évoque le hangar d'avion qui abrite les archives du MUFON. On s'est amusé avec Didier à faire un grand hangar d'avion. Et ce grand hangar d'avion qui va jusqu'à l'infini, c'est pas le hangar du MUFON, malheureusement, qui n'est pas infini, mais c'est plutôt une image sortie d'Orson Welles, qui est le premier cinéaste à s'être intéressé vraiment au phénomène ovni avec la guerre des mondes. Alors, le film est autoproduit, c'est-à-dire que nous n'avons pas de chaîne de télévision qui nous amène à respecter des délais ou des distributeurs qui nous disent il faut que ça sorte pour Noël ou pour Pâques. Donc le film sortira quand il sera fini, si je puis dire, mais pas trop tard. Donc en 2018, fin 2018, on devrait arriver à voir ce film sur les écrans de cinéma. Puisque la façon dont on le produit, nous-mêmes, en toute liberté, nous amène à rencontrer des tas de problèmes qu'il faut résoudre les uns après les autres, qui ne sont pas prévus au départ et qui nous obligent des fois à prendre un petit peu de retard. Mais c'est là que vient la passion et l'aventure. Alors c'est pas prémédité là non plus. C'est pas pour le plaisir de faire du mystère que je peux pas vous dire le titre du film, c'est tout simplement que je le connais pas. J'arrive pas à trouver le titre qui sort. Mais rassurez-vous, on va le trouver. Et de même qu'on ne sait pas la durée exacte du film, on ne sait pas exactement ce qu'on va montrer. L'histoire de l'os dans le cosmos, c'est une idée qui date de 8 jours. La découverte de l'hommage à David Lynch, elle date de ce matin. Donc les problèmes surgissent les uns après les autres. Et donc l'idée de ce journal, c'est de vous faire participer à ce mystère de la création du film, tout simplement. Alors, le but du film, c'est de montrer toutes les facettes extrêmement diverses, extrêmement complexes de ce phénomène ovni. Donc Daniel m'a suggéré un certain nombre de personnalités à rencontrer, à interviewer, qui chacune, depuis des années et des années, travaille sur un des aspects du phénomène ovni. Ça peut être des aspects plus pragmatiques, plus factuels, d'apparition d'ovnis, de rencontres qui ont été notées, enquêtées sur le terrain. Ça peut être des hypothèses psychologiques, ça peut être des investigations philosophiques, voire métaphysiques. Ça peut être des hypothèses scientifiques sur la façon de concevoir la réalité ou de modifier la réalité. Tous les aspects de ce phénomène ovni sont expliqués au fur et à mesure de ces interventions. Et le grand plaisir que j'ai eu, la grande heureuse surprise que j'ai eue, c'est de voir que ça faisait un scénario. Parce qu'on est parti évidemment sans scénario. Au petit bonheur la chance. En ne sachant pas ce que toutes ces personnes allaient nous raconter. Et quand j'ai commencé à monter ces interventions, eh bien, je me suis aperçu qu'elles nous racontaient une histoire.
du plus simple, du plus quotidien, si je puis dire, au plus complexe, du plus pragmatique, du plus factuel, au plus spéculatif. Et le film est donc un mouvement, une démarche, et si j'ose espérer, un véritable suspense. Alors ce film est en train d'ouvrir des portes, parce que je les ouvre au fur et à mesure. Et pourquoi? Parce que un ovni, c'est une image, une forme, à la fois tangible et à la fois virtuelle, qui peut impressionner des radars, laisser des traces au sol, mais qui peut être changeante également, se modifier. Et donc, ces formes nous interpellent et ont la même dynamique qu'un symbole. Et qu'est-ce que c'est qu'un symbole? C'est quelque chose qui nous fait avancer dans la connaissance. Et le fait de travailler sur ces symboles volants, si je puis dire, en forme de triangle, de rectangle, de soucoupe, de cigare, de tout ce qu'on veut, eh bien ces symboles me font avoir une vision plus profonde de la réalité. Et donc j'ai changé sur mon appréhension du phénomène ovni. Cher Georges, merci de répondre à nos questions. Donc on en est au journal de bord numéro 3. Donc on a vu que le film avait beaucoup avancé. Est-ce que tu peux nous dire où en est le film? Ah ben avec plaisir. On est un peu au milieu du gué. C'est-à-dire que la continuité est faite. Les images de synthèse arrivent. Les illustrations sont faites aux 3/4 dans le monde réel. Et les images de synthèse, donc qui viennent d'ordinateurs, prennent plus de temps parce que les ordinateurs sont plus longs que ce qu'on pensait, vu qu'ils posent des tas de problèmes auxquels on pouvait s'attendre, mais qui vont de surprise en surprise. La musique est faite à la moitié, à peu près, et le film n'a pas encore son rythme, parce que c'est difficile de faire le rythme du film tant qu'on n'a pas toutes les images, mais il a sa structure, et je pense qu'il commence à avoir sa portée et son sens. Alors, la difficulté, c'était que, premièrement, on n'a pas encore le titre du film. Oui. Deuxièmement, on n'a pas non plus d'image concernant ce film. Donc, est-ce que tu penses à un titre en particulier? Est-ce que tu as l'idée d'un titre? Est-ce que le titre va venir? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet? Alors, le titre, il va venir, mais pas tout de suite, parce qu'entre-temps est venue une autre surprise, à la fois bonne ou mauvaise, c'est-à-dire que j'avais prévu de ne faire aucun commentaire sur le film, et je m'aperçois qu'il en faut un. Il faut un fil conducteur, parce qu'on a plus de 12 intervenants, et qui fasse un lien entre toutes ces personnes. Et le seul lien possible, eh bien, c'est moi, puisque je les ai toutes rencontrées avec Daniel. Et donc c'est un parcours que nous avons fait, d'ufologue en ufologue, de philosophe en scientifique, et donc il faut le lien qui permette aux spectateurs de suivre à la fois notre progression physique de personne en personne et notre progression surtout intellectuelle de découverte en découverte. Et donc je suis en train d'écrire le conducteur, le fil conducteur, le texte qui fera le lien entre les différents intervenants. Alors c'est une opération compliquée à laquelle je ne m'attendrais pas. Parce que dire? Moi je suis pas ufologue, et donc j'essaye, comme dans la physique quantique, où l'opérateur, le scientifique est obligé de se mettre dans l'expérience, et bien je suis obligé, comme je l'ai fait d'ailleurs dans les films précédents, que ce soit Le Voyage alchimique, Rennes le Château ou Les Souterrains du Temps, de me mettre au cœur de la matière. Voilà, donc, et alors le fait d'écrire ce fil conducteur, eh bien m'amène à plein de découvertes passionnante sur des aspects cachés du film, cachés même à moi-même, et en essayant d'exprimer quelque chose, je vois une image, je me dis qu'est-ce que je peux raconter là-dessus, alors je me creuse la tête et puis je finis par trouver. Par exemple, je vais prendre juste un petit exemple, dans la séquence de Valençol, au milieu des lavandes, qui font des belles images, Jean-Jacques Velasco évoque M. Mas qui va dans son champ au début du mois de juillet, à l'aube, et pour travailler dans ses lavandes. Et puis, il n'y a personne, il y a des voitures qui passent de loin en loin,
Et puis tout d'un coup, il voit ce qu'il prend pour être une dauphine, qui est en fait un engin spatial. Et donc j'avais essayé de rendre ça en filmant des champs de lavande et puis des voitures qui passent. Sauf que pour le spectateur, c'est un champ de lavande et une voiture qui passe. Ça illustre à la rigueur l'attente ou la non-attente de M. Mas, mais c'est tout ce que ça veut dire. Or, j'avais une petite idée derrière la tête. Je vous disais que pour moi, les ovnis avaient un rapport avec le cinéma. Et ce personnage tout seul, au milieu d'une grande étendue, au milieu des champs tout plats, me faisait penser à Cary Grant, si mes souvenirs sont bons, dans La mort aux trousses. À Cary Grant qui se rend à son rendez-vous au milieu d'un champ de maïs avec un avion au loin qui fait de l'épandage aérien et puis qui va se précipiter sur lui. C'est un peu la même situation. On a M. Mas qui va dans son champ, puis tout d'un coup, il voit arriver des intrus un peu menaçants puisqu'ils vont le paralyser. Et j'avais envie de faire un clin d'œil à La mort aux trousses. Sauf que si je ne le dis pas, personne ne voit le clin d'œil. Ou sauf des cinéphiles extrêmement avertis, et puis en plus qui s'attendent à trouver un clin d'œil là où a priori ils ne sont pas forcés d'en voir un. Donc le mieux c'est de le dire. Et si je le dis, tout bêtement, ça me fait penser à La mort aux trousses, c'est extrêmement simple de le dire. Face à une telle situation, ça prend une dimension extraordinaire où ce monsieur Mas se trouve tout d'un coup face à la mort aux trousses, c'est-à-dire à ces personnages avec un tube qui vont le paralyser. Alors, est-ce qu'ils sont la mort, est-ce qu'ils ne sont pas la mort? Et vous voyez, le problème des ovnis rebondit. Sont-ils la vie, sont-ils la mort, sont-ils un danger, sont-ils sympas? Est-ce qu'ils nous observent? Est-ce qu'ils existent? Est-ce que finalement il n'est pas face à ses propres angoisses et ses propres fantasmes, monsieur Mas? On n'en sait rien en fait. Et donc, en disant tout simplement, ça me fait penser à la mort aux trousses, eh bien, la mort aux trousses, elle est là, et c'est le sujet, entre autres. Je vais justement rebondir sur une des scènes on vient de voir, puisqu'on vient de voir le film dans presque son intégralité. Oui. Il y a une scène où on voit l'explosion de la première bombe atomique à Trinity Site. Cette scène rappelle une autre scène du cinéaste David Leitch. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, ça fait 1 an avec mon ami Didier qu'on travaillait sur la reconstitution informatique de la première explosion nucléaire à Trinity Site. Je ne pensais pas mettre de commentaires. En plus que dire, sinon c'est une explosion nucléaire, mais c'est évident. Il y a quelques semaines, Didier a rencontré un ami en lui disant qu'il travaillait à la modélisation de la première explosion nucléaire. Et cet ami lui dit « Ah bon, comme David Lynch ?» Effectivement, on n'était pas au courant. On s'est aperçu, on a vu la séquence, que dans Twin Peaks 3, il y a la reconstitution par ordinateur de la première explosion nucléaire faite par David Lynch, et en plus, exactement avec la même mise en scène. Alors, évidemment, tous les amateurs de David Lynch et qui verront le film des ovnis vont faire le rapprochement. Et on va dire que j'ai copié, ce qui n'est pas vrai, puisque c'est ce que Jung appelle une simple synchronicité. Face à un même événement, la première explosion nucléaire, David Lynch et moi, on a eu exactement la même idée, la même mise en scène et les mêmes moyens techniques pour rendre cette explosion. Et donc il suffit de le dire. Et en le disant, on s'aperçoit que l'explosion nucléaire, ne serait-ce que par son existence même, met en branle les archétypes, ce que Jung appelle les archétypes, et qui génèrent les phénomènes de synchronicité que nous avons éprouvés donc, avec cette bombe atomique. Donc je vais pouvoir le dire sur mon image du champignon, et on entre dans le champignon, et on voit ce que Oppenheimer, et là aussi je vais pouvoir le dire, disait de son expérience, c'est que maintenant il a découvert le travail de la mort. Et donc je peux mettre la phrase qu'a prononcée Robert Oppenheimer le jour de cette explosion nucléaire. Il a dit « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Et quand cette phrase « le destructeur des mondes » fait un écho avec ce que nous dit Jean-Jacques Velasco jusqu'après, c'est-à-dire que si les ovnis s'intéressent, pas encore sûr, mais les indices tentent à le montrer, à nos essais nucléaires, c'est pas tellement finalement pour nous protéger nous que peut-être que les explosions nucléaires mettent en péril l'organisation du monde. Et Oppenheimer le dit lui-même, le destructeur des mondes, pas le destructeur du monde, mais le destructeur des mondes.
Et donc il y a là, les hommes ont touché à quelque chose de très profond. Et le film en rend compte. Tu nous avais dit que le premier essai de la première bombe atomique n'avait pas eu lieu exactement à Trinity Site, mais dans un autre lieu qui s'appelait Granada, moi je ne parle pas espagnol, mais je pense que ça se prononce comme ça, à Granada del Muerto, c'est le désert du voyage de l'homme mort. Donc faire la première explosion nucléaire dans le désert du voyage de l'homme mort au Nouveau-Mexique, c'est quelque chose qui mérite aussi d'être dit. Donc je l'ai dit. Bravo. Est-ce que tu peux nous rappeler, pour les internautes qui se souviennent plus de ton intervention de décembre, oui. Ça date maintenant 2 mois, ça fait long maintenant, rapidement les étapes de ce film. Par quoi tu commences Au niveau du scénario. Du scénario. Et comment tu commences par parler de témoignages, de traces radar pour en arriver à la conscience? Alors le film a plusieurs couches. Ce que j'aime bien dans les films, dans le cinéma, c'est qu'il y a plusieurs, comme on dit, plusieurs niveaux de lecture. Alors, il y a le premier niveau qui est le récit, c'est-à-dire qu'on commence par ce qu'on appelle en ufologie tous les boulons, c'est-à-dire des apparitions d'objets posés, volés, et dont on ne sait pas ce que c'est, les ovnis. Donc. Et puis on essaye de savoir ce que c'est, où, quand, comment, ce qu'ils font, est-ce qu'il y a des gens dedans, qui c'est ces gens, etc., etc. Donc on commence par un niveau très factuel, et peu à peu, on va s'élever, si je puis dire, vers un niveau plus intellectuel, qui, si c'est un phénomène qui n'est pas naturel, s'il a été créé, alors il a été créé, mais par qui? Qu'il y ait des gens dedans ou pas? Le problème est le même. Par qui a-t-il été créé? On en vient, je ne vais pas dévoiler tout le film, on en vient à l'idée que peut-être une intelligence artificielle a préluder à la conception et à l'envoi de ces objets volants non identifiés. Donc s'il y a intelligence artificielle, il y a donc intelligence, il y a donc conscience. Et qu'est-ce que c'est que cette conscience? Et est-ce qu'elle peut communiquer avec notre conscience? Est-ce que nous serions branchés avec cette conscience-là? Donc vous voyez qu'on arrive très vite à des niveaux scientifiques très ardus, puisqu'on évoque la physique de l'information, qui est une branche de la physique quantique, en quelque sorte, et puis à un niveau métaphysique, puisque qu'est-ce que c'est que la conscience universelle? Dans certaines traditions, on l'appelle Dieu, ou un grand architecte de l'univers dans d'autres traditions, ou je ne sais qui, enfin... Donc voilà un peu le mouvement du film. Ça, c'est le mouvement basique. Alors, le deuxième mouvement, c'est qu'en fait, j'aime bien que dans un film, tout est dit dès le début. Et tous les niveaux sont déjà présents dès l'entrée du film. Sauf qu'évidemment, comme on ne sait pas ce qu'on va voir, on ne voit qu'un niveau. C'est qu'au fil du film, qu'on avance dans le film, qu'on va découvrir les autres niveaux de lecture, ce qui invite, enfin j'espère, à revoir le film. À ce moment-là, on le revoit un peu différemment. Et comme je vous ai parlé de conscience, c'est pour ça que dès l'entrée du film, on attaque pratiquement par une image de synthèse un peu spectaculaire, qui est la reconstitution par ordinateur du carrousel de Washington en 1947, où des ovnis ont survolé à plusieurs reprises la ville de Washington et le Capitole. Donc on a reconstitué ça, ce qui montre ce qui pose le problème de la réalité du phénomène ovni. Est-ce que c'est un phénomène réel? Est-ce que c'est un phénomène fantasmé? Est-ce que c'est un phénomène informatique? Est-ce que c'est un phénomène qui touche au spectacle, qui touche au mythe, qui touche aux légendes? L'image de synthèse pose discrètement le problème. Et puis après, il va se poser de plus en plus, bien sûr. C'est une période où la présence américaine
était encore en Iran. Et au-dessus de la ville va être signalé le soir la présence d'un énorme objet lumineux, une espèce de grosse boule. Bien évidemment, les autorités militaires vont intervenir, et à ce moment-là, on va envoyer un appareil de chasse pour essayer de voir ce qu'était cette boule lumineuse. Lorsqu'il va s'approcher d'à peu près 20 000 nautiques, il va s'apercevoir que l'objet va calquer sa vitesse sur la sienne. À un moment donné, l'objet va se rapprocher brutalement. L'objet est décroché et de redescendre. Si c'est une forme intelligente, pourquoi à ce jour cette intelligence ne nous a pas formellement contactés? Alors, on ne sait pas. Alors, une des réponses possibles que j'aime bien avancer, mais un peu à moitié en plaisantant, c'est que quand nous, les terriens, on envoie des sondes interplanétaires ailleurs, se poser sur d'autres corps célestes, comme Mars, comme Vénus, comme les astéroïdes, on dépense beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour s'assurer qu'on ne va pas polluer l'endroit où on va se poser, pour être sûr de ne pas gêner une vie éventuelle qui existerait, qui est fragile, parce que la couche de gaz qui fait vivre les végétaux, les animaux et les mammifères, dont l'être humain, vraiment est très très mince, et nous sommes rien du tout. J'espère qu'on va nous prévenir avant qu'il soit trop tard, et si on ne nous prévient pas, soyons tranquilles, c'est nous qui allons disparaître. J'en suis persuadé.